Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fabrique la plus grande clé à écrou du monde. Un outil de plusieurs mètres de long, pesant des centaines de kilos, capable de serrer des écrous destinés aux machines géantes et aux structures industrielles colossales. Une clé aussi imposante est indispensable pour le montage et l'entretien de boulonnages titanesques. Sans elle, l'assemblage de machines lourdes serait tout simplement impossible. Nous allons découvrir ensemble tout le processus de fabrication. Depuis l'ébauche massive en acier chrome-molybdène jusqu'à l'outil fini d'une précision remarquable, capable de résister à des contraintes extraordinaires. Je pénètre sur le site de l'usine métallurgique et je comprends immédiatement qu'ici, on travaille à des échelles titanesques. Tout autour, le grondement des ponts roulants, l'odeur de l'acier brûlant et le fracas des marteaux qu'on ressent jusque dans la poitrine. Le maître forgeron m'accueille. Un homme de haute stature, les mains marquées par les projets précédents, le regard scrutant chaque mouvement. Il me montre une pièce massive, un bloc d'acier chrome-molybdène de plus de 3 mètres de long, près d'un demi-mètre d'épaisseur, pesant plusieurs tonnes. Cette pièce colossale deviendra la base de la plus grande clé à molette du monde. Elle impressionne déjà par elle-même. Même à 1 mètre de distance, on perçoit son poids, son ampleur et sa puissance potentielle. Le processus débute par la chauffe. La pièce est placée dans un four, immense comme une petite pièce, et la température monte progressivement jusqu'à 1200 degrés Celsius. Le métal vire au rouge, presque fluide, et lorsque le forgeron le frappe de son marteau, on entend un choc sourd, profond. Le rythme est crucial. Trop vite et le métal peut se fissurer. Trop lent et il refroidit en durcissant. Il faut travailler avec précision et l'équipe de forgerons le sait par cœur. L'un maintient la pièce en place, le second frappe au marteau. Le troisième contrôle la température et la forme du métal. Chaque geste est affiné par des années de pratique et la moindre erreur peut compromettre tout le travail. Lorsque la pièce devient malléable, commence le forgeage grossier. On utilise d'énormes marteaux de plusieurs centaines de kilos, manipulés par des ponts roulants. Coupe après coup, le métal est étiré et élargi, prenant peu à peu la forme de la future clé. On distingue déjà l'emplacement du manche et celui de l'ouverture destinée à l'écrou. Le processus s'étale sur plusieurs jours, car le métal refroidit progressivement et doit être constamment réchauffé pour éviter tension interne et fissures. Vient ensuite le forgeage de précision. Les forgerons travaillent avec des marteaux plus légers et des matrices spéciales. L'ouverture de travail est ajustée aux dimensions exactes de l'écrou. Le manche est étiré jusqu'à obtenir la longueur et l'épaisseur requises. Chaque coup compte. Une fraction de millimètre de décalage peut compromettre l'outil. Le contrôle est permanent. Les maîtres utilisent des gabarits de plus de 2 mètres de long, des règles pour l'épaisseur, des équerres pour vérifier la planéité. L'équipe fonctionne comme un seul mécanisme. L'un frappe, le deuxième contrôle la forme. Le troisième veille à ce que le métal ne surchauffe pas. Suit le traitement thermique. La clé est chauffée à 1000 degrés, puis refroidie brutalement dans d'immenses bains d'huile. Cela rend le métal dur et résistant, mais aussi fragile, d'où un revenu immédiat. Un réchauffage à plusieurs centaines de degrés, suivi d'un refroidissement progressif. Le métal obtient ainsi l'équilibre optimal entre rigidité et souplesse. Durant ce processus, le métal respire littéralement. On le voit changer de couleur, de forme, et devenir capable de supporter des charges incroyables. La fabrication d'une clé géante de ce type prend plusieurs semaines, parfois 3 à 4 semaines, selon la complexité de la commande et les dimensions de la clé. La majeure partie du temps est consacrée au chauffage et au forgeage grossier du métal, qui s'effectuent par étapes, avec des réchauffements et refroidissements successifs, afin d'éviter les fissures. Après le traitement thermique commence le ponçage et le polissage. Les forgerons utilisent de grandes meules abrasives et des fraises pour donner à la clé une surface lisse et des dimensions précises. Le manche est poli,
l'ouverture de travail ajustée à l'écrou, chaque millimètre vérifié selon des gabarits. C'est impressionnant de voir combien de temps est consacré à des détails qui semblent imperceptibles au premier abord. Ici, ce n'est pas seulement la précision qui compte, mais aussi la rigueur de chaque geste. C'est d'elle que dépendent la fiabilité de l'outil et la sécurité du futur utilisateur. Une fois la clé terminée, on la transfère sur un banc d'essai. Elle est vissée sur des boulons géants et l'on observe en direct comment le métal réagit à des charges colossales. Les ingénieurs contrôlent les déformations, mesurent les flexions et les fissures, tandis que je me tiens à côté, incapable de détacher mon regard de ce morceau de métal qui se transforme en un outil puissant et maîtrisé. Ici, on ressent l'ampleur du travail industriel, de la température du four au coup de marteau jusqu'à la précision du polissage. À l'étape finale, les artisans appliquent un revêtement protecteur pour préserver le métal de la corrosion. Et le manche est peint d'une peinture spéciale pour faciliter le travail. À cette dernière étape de fabrication de la clé à écrou géante, les artisans passent à ce qui semble en apparence simple, mais qui constitue en réalité une partie cruciale du processus, la protection du métal et la préparation de l'outil à son utilisation. Après des semaines de forgeage, de chauffage, de polissage et de lustrage, le métal reste encore vulnérable aux facteurs extérieurs. L'air, l'humidité, même les résidus d'huile laissés par les mains peuvent provoquer la corrosion. Et pour un outil de cette envergure, cela signifierait un risque de fissure, de déformation et de perte de précision. Les artisans commencent par appliquer un revêtement protecteur spécial sur l'ensemble du corps métallique de la clé. Il ne s'agit pas d'une simple peinture, on utilise des liquides et vernis anti-corrosion spéciaux qui pénètrent dans les micropores de l'acier et forment un film protecteur résistant. Ils travaillent au pinceau et au pulvérisateur, veillant à ce que la couche soit uniforme sur toute la surface, y compris les parties internes de l'ouverture de travail et les zones difficiles d'accès du manche. Si le revêtement est appliqué de manière inégale ou présente des lacunes, c'est précisément là que la corrosion pourrait s'amorcer à l'avenir, mettant en péril tout ce travail colossal. Après l'application de la couche protectrice, le manche de l'outil est peint avec une peinture spéciale pour faciliter le travail. Elle ne se contente pas de rendre la clé esthétiquement plaisante. La peinture est destinée à améliorer la prise en main, à empêcher les mains de glisser et à protéger la surface des rayures et de la saleté lors de l'utilisation. Pour des clés de cette taille, on utilise une peinture qui résiste aux fortes contraintes mécaniques, aux variations brutales de température et au contact avec les graisses et huiles utilisées dans les usines. Après la mise en peinture, les artisans laissent le revêtement sécher naturellement, puis en vérifient l'uniformité. Cette étape peut sembler décorative au premier abord, mais elle est en réalité d'une importance cruciale. De sa qualité dépendent la longévité de la clé, la sécurité du travail et la précision du serrage d'écrou gigantesque. Ce n'est qu'une fois cette étape achevée que l'outil peut être considéré comme entièrement prêt. Durant cette visite, je n'ai cessé de m'émerveiller devant la façon dont le métal, entre les mains de l'homme, se transforme en un outil capable de serrer des écrous de plusieurs centaines de kilos, tout en conservant précision et maniabilité. Si vous souhaitez découvrir d'autres processus de ce type, abonnez-vous à la chaîne. J'y montre comment on fabrique et répare des objets gigantesques qu'on ne voit que rarement, même dans les grandes usines, et les observer en direct est bien plus captivant que sur un écran. Vous savez combien j'adore fourrer mon nez là où le commun des mortels n'a pas accès, même en y mettant le prix. Aujourd'hui, je me retrouve dans un endroit où l'air est si saturé de vapeur et d'une odeur si particulière de métal incandescent qu'on pourrait presque le couper au couteau. Nous voilà dans l'une des plus grandes usines au monde de fabrication de disques de frein.
Ce site s'étend sur une superficie équivalent à environ 500 terrains de football. Impossible de s'y balader pour le plaisir. Alors, nous nous déplaçons d'atelier en atelier, à bord de petites voiturettes électriques, histoire de gagner du temps et d'économiser nos semelles avant même que le tournage ne commence. Tout commence par ce que la plupart qualifieraient simplement de tas de ferraille. C'est assez ironique. Ce qui arrêtera plus tard votre voiture à 120 km/h ressemble pour l'instant à un énorme amas de débris rouillés. De vieux radiateurs en fonte, des fragments de carrosserie, des poutrelles tordues et autres rebuts métalliques. Mais pour cette usine, c'est un véritable trésor. Un électroaimant géant suspendu à une grue saisit d'un coup plusieurs tonnes de ce fer et le projette dans la gueule d'un immense four à induction dans un fracas assourdissant. Le spectacle devient franchement inquiétant si l'on se tient trop près. Le four émet un grondement si grave que ce son ne se perçoit pas tant par les oreilles que quelque part au fond de la poitrine, comme si votre cœur tentait de s'accorder à ce lourd rythme industriel. La température à l'intérieur du four s'élève jusqu'à 1500 degrés Celsius. À une telle chaleur infernale, même l'acier le plus résistant se transforme en substance liquide, qui ressemble davantage à une soupe brûlante et dangereuse qu'à quelque chose de solide et de fiable. Lorsque le four s'incline pour déverser ce métal en fusion, tout autour s'illumine d'une lumière orange vif qui donne envie de fermer les yeux. Ici, nulle beauté artificielle, seulement une physique implacable et une quantité incroyable de chaleur. Chaque lot de métal fait l'objet d'une analyse instantanée. Des laborantins en tenue spéciale prélèvent un petit échantillon, le refroidissent et déterminent en quelques secondes sa composition chimique. Si la teneur en carbone ou en silicium s'écarte de la norme, ne serait-ce que d'1%, l'ensemble de ce lot colossal repart sans pitié à la refonte. Ici, on ne pardonne aucune erreur, car le prix d'un tel écart pourrait s'avérer bien trop élevé pour le consommateur final. Ensuite, ce métal en fusion est coulé dans des moules. On utilise ici une technologie fascinante de moulage au sable. On pourrait croire que le sable est un matériau peu fiable, mais ici, il est mélangé à des résines de spécial et, sous une pression considérable, devient dur comme du béton. Le métal vient remplir les cavités à l'intérieur de ce moule de sable, et c'est à cet instant précis que naît l'ébauche brute du futur disque. Elle ne ressemble pas encore du tout à cette pièce rutilante que nous avons l'habitude de voir dans les magasins de pièces automobiles. C'est plutôt un grand biscuit noir, lourd et très sale. Après la coulée, les disques doivent refroidir naturellement. Ce processus prend du temps, parfois plusieurs heures. C'est absolument crucial. Si l'on tentait de les refroidir plus rapidement, par exemple en les aspergeant d'eau, le métal deviendrait trop fragile. Un tel disque pourrait tout simplement voler en éclats au premier coup de frein un peu appuyé, quelque part sur la route, sous la pluie. Lorsque les ébauches deviennent simplement tièdes et non plus chauffées au rouge, elles sont envoyées à l'atelier d'usinage. C'est là que commence le territoire des robots. Ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause déjeuner, ni plainte sur leur sort difficile. Chaque disque tombe entre les griffes d'un manipulateur, qui l'installe dans une machine à commande numérique. Des outils de coupe spéciaux enlèvent la couche de métal superflue aussi facilement que s'il ne s'agissait pas de fonte dure, mais d'un morceau de beurre froid. À ce stade, règne une précision fanatique. Un écart de 0,8 mm est considéré comme un défaut irrémédiable. Un tel disque n'arrivera jamais à l'entrepôt, car il provoquerait des vibrations qui, en quelques mois, détruiraient tout simplement la suspension du véhicule et obligeraient le conducteur à dépenser une fortune en réparation.
C'est absolument fascinant de voir comment, à partir d'une forme brute et informe, émerge progressivement une surface parfaitement lisse, presque miroitante. Ensuite, on perce dans les disques des orifices de ventilation et des canaux internes. Ce n'est pas pour le style visuel, comme le pensent certains adolescents. C'est un système de refroidissement absolument vital. Lors d'un freinage intensif, le disque peut atteindre 700 degrés Celsius. Si cette chaleur n'est pas évacuée à temps, le métal commence à perdre ses propriétés de friction et les freins vous lâchent au pire moment possible. Ces petits trous et ces canaux sont donc le fruit de longs calculs d'ingénieurs et non une simple décision esthétique. Une fois tous les copeaux superflus retirés, chaque disque est soumis à un équilibrage dynamique. Le principe ressemble à ce que l'on fait pour vos roues chez le garagiste, mais la précision est ici des dizaines de fois supérieure. Un dispositif spécial lance le disque à très haute vitesse et détecte le moindre déséquilibre de masse. Si un côté s'avère plus lourd, ne serait-ce que de 3 ou 4 grammes, la machine perce automatiquement un minuscule trou, presque invisible, à l'endroit voulu sur la tranche, afin d'égaliser le poids. Le disque est désormais parfaitement équilibré et prêt à tourner à n'importe quel régime, sans le moindre bruit parasite ni vibration. J'ai voulu demander au directeur technique combien de disques de ce type il fabriquait en une journée de travail complète. Il s'est contenté de sourire avec lassitude, en me disant qu'ils avaient cessé depuis longtemps de les compter à l'unité. Désormais, la comptabilité se fait en milliers de tonnes de produits finis par mois. Pensez-y un instant. Cette entreprise fournit des pièces à près de la moitié de l'ensemble du marché automobile européen. Cela signifie qu'une voiture sur 2 que vous croisez dans les rues de votre ville freine très probablement grâce à ces disques métalliques fabriqués ici même, dans cet atelier bruyant et brûlant. Avant l'emballage, les disques subissent une procédure d'application de revêtement protecteur. Ils sont soit peints avec une peinture spéciale résistante à la chaleur, soit recouverts d'une fine couche anti-corrosion à base de zinc. Cette opération permet d'éviter qu'ils ne se transforment en blocs de métal rouillé durant le long stockage en entrepôt ou le transport dans un conteneur maritime à travers l'océan. Bien sûr, après les premiers kilomètres de conduite, cette peinture disparaît complètement de la surface de freinage, sous l'effet du frottement colossal des plaquettes. Mais les bords et les parties intérieures restent protégés du sel et des saletés présentes sur les routes. La dernière étape, et sans doute la plus importante, c'est le contrôle qualité final. Il ne s'agit pas simplement d'une inspection visuelle menée par un ouvrier fatigué en fin de poste. On utilise ici des scanners à ultrasons et des installations radiographiques modernes. Ils recherchent les défauts internes, comme les bulles d'air ou les micro-fissures, impossibles à voir même à la loupe. Même si le disque semble parfait en apparence, mais que la radiographie révèle une cavité de 2 mm quelque part dans la profondeur du métal, il est immédiatement envoyé au broyeur. Ici, personne ne lésine sur la sécurité, car tout le monde comprend parfaitement que de cette pièce dépend directement la vie du conducteur et des passagers. Abonnez-vous et bientôt nous repartirons ensemble pour un nouveau voyage passionnant. Chaque année, des centaines de plateformes pétrolières offshore sont installées à travers le monde, pesant plusieurs fois le poids de la tour Eiffel. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui soutient toute cette masse colossale lors du montage en plein océan déchaîné ? Tout repose sur une seule pièce. Une unique micro-fissure invisible de 0,5 mm peut provoquer une catastrophe chiffrée en milliards d'euros. Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le secret ultime des métallurgistes. Comment, à partir d'acier en fusion à 2100 degrés, on forge des monstres géants capables de soulever 10 000 tonnes. Et quels détails critiques les fabricants de grues maritimes dissimulent pour éviter l'effondrement.
Prêt pour une immersion totale? C'est parti! La fabrication des crochets de grue géants débute par la préparation rigoureuse de la matière première dans des ateliers métallurgiques spécialisés. On y travaille un acier de construction de haute qualité dont la teneur en carbone ne dépasse pas 1%, tandis que les ajouts de chrome jusqu'à 2% et de molybdène jusqu'à 0,5% garantissent une résistance à la traction supérieure à 1000 mégapascales et une excellente ténacité au choc. Ces éléments ne sont pas choisis au hasard. Le chrome assure la résistance à la corrosion en milieu marin et le molybdène prévient la fragilité aux basses températures. La matière première arrive sous forme de briquettes ou de lingots de 20 tonnes, chargés dans de puissants fours à arc électrique d'une capacité de 200 tonnes. Ces installations ressemblent à d'immenses cuves de 10 mètres de hauteur, équipées d'électrodes en graphite de 600 mm de diamètre. Lors de l'injection d'un courant atteignant 100 000 ampères, un arc d'un demi-mètre se forme et fait fondre le métal jusqu'à 2100 degrés Celsius. Le four pivote pour assurer un mélange homogène, tandis que les gaz sont évacués par de puissants filtres. Le processus de refonte dure 4 à 5 heures, pendant lesquelles le métal est purifié des impuretés par évaporation sous vide et soufflage à l'argon. Le métal en fusion, d'un jaune éclatant, est coulé dans des poches revêtues de briques réfractaires. La température en sortie avoisine 1650 degrés. La poche est soulevée par des grues et transportée vers la ligne de coulée. Là se trouvent des moules, d'imposantes structures en acier pesant jusqu'à 200 tonnes, garnies d'un mélange sable-argile ou d'un revêtement métallique. Ces moules de 50 mètres de long sur 5 mètres de large sont déjà préparés en tenant compte d'un retrait du métal de 2%. La coulée s'effectue selon un angle de 45 degrés pour éviter les poches d'air. Le métal liquide, en un jet d'un demi-mètre de large, remplit le premier moule en 15 minutes. Ensuite, le moule est fermé par un couvercle et placé dans une zone de refroidissement contrôlé. La croissance maximale s'effectue durant les 24 premières heures, jusqu'à 800 degrés, puis les 2 jours suivants jusqu'à 200 degrés, tandis que le refroidissement complet à température ambiante s'étale sur une semaine. Des capteurs surveillant les gradients de température à 10 cm de profondeur, pour éviter les contraintes thermiques susceptibles de provoquer des fissures. Durant le refroidissement, le métal cristallise en une structure austénitique brute qui sera ultérieurement optimisée par traitement thermique. Des ouvriers en combinaison de protection supervisent le processus à travers des panneaux vitrés, tandis que l'automatisation enregistre des milliers de paramètres. L'ébauche finale pèse entre 100 et 200 tonnes, mesure jusqu'à 12 mètres de long et jusqu'à 2 mètres de diamètre à la base. Elles sont extraites du moule par des grues d'une capacité de 300 tonnes et préparées pour l'étape suivante, le forgeage. Une fois le long refroidissement terminé, la pièce métallique de 100 à 200 tonnes est extraite du moule par de puissantes grues et transportée vers l'atelier de forge. Un vaste espace de 2000 mètres carrés, sous une voûte de 25 mètres de hauteur. Là se dressent des presses hydrauliques d'une puissance allant jusqu'à 50 000 tonnes, des machines générant une pression de plusieurs millions de pascals. La pièce est découpée en sections de 6 à 8 mètres de longueur et chauffée dans des fours à gaz jusqu'à 1200 degrés Celsius. Le métal prend une couleur rouge vif et devient malléable. Des ouvriers en combinaison thermique, à l'aide de pinces magnétiques, placent la section sous la presse. Première étape, la déformation brute. La presse descend avec une force pouvant atteindre 10 000 tonnes, comprimant le métal de 20 à 30% en un seul cycle. Chaque impact dure quelques secondes, transformant progressivement les contours cylindriques en ébauches de crochets.
Vient ensuite le forgeage intermédiaire. Le métal est étiré, on y forme des ouvertures pour des câbles pouvant atteindre 60 cm de diamètre, ainsi que des anneaux d'une épaisseur de 15 cm. Les presses sont équipées de matrices complexes en acier haute résistance qui reproduisent la géométrie exacte du futur crochet. Le nombre total de cycles de forgeage atteint 50 par section, avec des interruptions pour un nouveau chauffage toutes les 10 à 50 minutes. L'étape finale consiste en l'usinage de précision de la partie active. Le diamètre de l'arceau principal du crochet atteint 1 mètre, l'épaisseur des parois 30 cm, le rayon de courbure 2,50 m. Les matrices de la presse travaillent avec une précision d'1 mm, créant nervures de renfort et brides. Après chaque frappe, un nettoyage à l'air comprimé sous 6 bars élimine les oxydes. Le moment clé, le traitement thermique. Le crochet est placé dans des fours de revenus, à 650 degrés pendant 20 heures. Cette opération élimine les tensions internes et optimise la ténacité au choc. Vient ensuite l'usinage mécanique sur fraiseuse. Et maintenant, le plus fascinant, le contrôle par ultrasons. Chaque crochet est examiné pour détecter d'éventuelles fissures cachées. Les capteurs scannent le métal par ondes à 5 MHz, révélant des défauts à partir de 0,5 mm. Si une seule microfissure est détectée, la pièce est rejetée. C'est la norme de sécurité pour les grues offshore, où un crochet supporte des charges allant jusqu'à 10 000 tonnes à 2 mètres de profondeur. Observez comment les opérateurs manœuvrent ces mastodontes. Tout autour, des grues de 200 tonnes de capacité déplacent les ébauches entre les ateliers. L'usine produit jusqu'à 20 crochets par an, chacun valant des millions d'euros. Ils équipent les grues de sociétés comme Herema ou Saipem pour l'installation de plateformes pétrolières en mer du Nord. Ces crochets sont testés dans des bassins d'eau salée, simulant les conditions marines. Ils sont chargés jusqu'à 120% de leur capacité nominale. Et le métal tient bon. La surface reçoit une couche époxy de 200 microns pour la protéger de la corrosion. L'acier pour ces pièces provient de Scandinavie, où il est fondu dans des fours sous vide. La logistique est impressionnante. Les ébauches pèsent 100 tonnes chacune et sont acheminées par barge. L'usine emploie 200 spécialistes, des métallurgistes aux ingénieurs. Voici ce crochet en cours de finition. On le peint, on grave son numéro de série et on le prépare pour l'expédition. Il partira vers une plateforme où il soulèvera une section de 8000 tonnes. Si vous voyez comment cela se passe en mer, les vagues qui frappent, le vent qui siffle et le crochet qui tient tout. Et ma chaîne tient grâce à vos abonnements. Le parc mondial de grues offshore dépasse 4000 unités, dont environ 1200 sont des navires flottants capables de soulever plus de 5000 tonnes. Les crochets de grues pour de telles machines demeurent rares en raison du nombre limité d'usines spécialisées. En Europe, ce sont principalement des entreprises aux Pays-Bas, en Norvège et en Allemagne, où la capacité de production totale atteint quelques unités par an. Avez-vous déjà vu forger les muscles d'acier de la planète? Aujourd'hui, nous sommes à Bilbao, dans l'usine légendaire Vicine Cadenas. Ici, le métal n'est pas dompté par des marteaux, mais par une pression colossale et du courant électrique. Dans ces ateliers naissent des chaînes destinées aux plateformes pétrolières du golfe du Mexique et aux éoliennes géantes flottant en plein océan. Un seul maillon pèse autant qu'une voiture entière. Je vais vous montrer comment l'acier incandescent de 20 cm de diamètre devient aussi malléable que de la pâte à modeler. Attachez vos ceintures, nous entrons dans une véritable forge des dieux. Cette barre d'acier évoque davantage le tronc d'un arbre centenaire qu'une armature ordinaire. Dans l'usine Vicine Cadenas de Bilbao, tout commence par ce monstre.
Un cylindre plein en acier spécial, hautement taillé, dont le diamètre dépasse 20 cm. Pour mieux vous représenter l'échelle, cette tige d'acier est plus épaisse que la cuisse d'un athlète professionnel. Ce n'est pas simplement du fer, c'est un concentré de résistance, conçu pour survivre des décennies dans l'environnement salin agressif de l'océan, sous une pression de milliers de tonnes. Le processus de transformation de ce géant froid et intraitable en maillon de chaîne débute par un choc thermique. La barre entre dans un four à induction, et là, la physique prend le dessus. Il ne s'agit pas d'un feu ordinaire, ni d'une chambre à gaz. Ici, ce sont des champs magnétiques d'une puissance inouïe qui opèrent. Le courant électrique traverse le métal, excitant ses atomes jusqu'à un état de véritable frénésie. En quelques minutes à peine, l'acier gris et froid commence à se métamorphoser sous nos yeux. D'abord, la surface vire au bordeaux terne, comme si le métal s'emplissait de colère. Mais la température continue de grimper vertigineusement, dépassant les 1000 degrés Celsius, et la barre s'embrase d'une couleur red hot, éclatante et intense. À ce moment précis, l'acier atteint son état plastique. Il irradie avec une telle intensité qu'il est difficile de le regarder sans lunettes de protection. On dirait qu'un petit soleil furieux est emprisonné à l'intérieur du métal. Mais cette couleur flamboyante est trompeuse. Bien que l'acier devienne malléable et prêt à être plié, il ne perd rien de sa masse colossale. Chacune de ces sections incandescentes pèse des centaines de kilos, et sa température est si élevée qu'elle peut instantanément vaporiser toute humidité dans un rayon de plusieurs mètres. L'air ambiant tremble sous l'effet de la chaleur, créant un mirage comme dans le désert. C'est le moment de tension extrême. Le géant d'acier a déjà perdu sa dureté, mais n'a pas encore acquis sa forme définitive, figé dans l'attente de l'essentiel. L'intervention des manipulateurs hydrauliques géants qui forceront cette masse incandescente à se plier à la volonté des ingénieurs. Quand cette barre d'acier chauffé à blanc sort du four, je recule instinctivement. Même à 10 mètres de distance, la chaleur est telle qu'on se croirait devant les portes ouvertes de l'enfer. Mais la véritable magie commence lorsque la presse hydraulique entre en jeu. Les opérateurs appellent ces pinces massives des doigts. Et quand on les voit à l'œuvre, on comprend pourquoi. Ces membres de fer saisissent une barre épaisse comme un tronc d'arbre, avec la même assurance que nous saisissons un crayon. À cet instant, le cerveau refuse de croire ce que voient les yeux. Ce qui se passe ensuite défie toute mon expérience de vie. L'acier, qui il y a 1 minute était plus dur que la roche, commence à se plier sous la pression hydraulique, comme s'il ne s'agissait pas d'un alliage ultra résistant, mais d'un morceau de pâte à modeler pour enfants ou de cire chauffée. Je vois des mécanismes massifs enserrer la barre et, d'un mouvement fluide, presque gracieux, la replier en une boucle parfaite autour d'un noyau d'acier. Ce n'est pas de la force brute, c'est un véritable travail d'orfèvre à l'échelle des géants. Chaque degré de courbure, chaque millimètre d'expansion du métal est calculé par ordinateur en temps réel. Une seule contrainte microscopique, et des micro-fissures apparaissent à l'intérieur de l'acier, qui plus tard, quelque part au milieu d'une tempête dans l'Atlantique, pourrait coûter la vie à quelqu'un. Lorsque la machine achève le cintrage, vous vous retrouvez face à un maillon qui n'est pas encore assemblé en chaîne, mais qui impressionne déjà par sa masse. Il pèse autant qu'une voiture de tourisme moyenne, mais occupe 10 fois moins d'espace. Une concentration incroyable de poids en une seule forme. Tant qu'il rougeoie encore, je ressens cette responsabilité colossale, inscrite dans le métal. Ce n'est pas une simple pièce. C'est un futur élément d'un système d'ancrage qui maintiendra une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. Il devra monter la garde pendant 30 ans, résistant aux assauts des vagues océaniques et à la pression de millions de tonnes d'eau sans le moindre droit à l'erreur. Assister à la naissance d'un tel titan, c'est une expérience qui vous fait prendre conscience de l'ampleur véritable des capacités humaines.
Ensuite, les extrémités du maillon cintré se rapprochent. Un courant d'une puissance inouïe commence à passer entre elles. L'air s'ionise et le processus de soudage par étincelage débute. D'abord surgit un léger frémissement, puis une explosion de lumière. Une gerbe d'étincelles se disperse sur 10 mètres dans toutes les directions, illuminant l'atelier comme l'éclair d'une supernova. À cet instant, 2 bords de métal ne font plus qu'un au niveau moléculaire. Ce n'est pas simplement une soudure, c'est un monolithe. Lorsque les étincelles retombent, voilà devant vous un maillon achevé, qui vient de traverser le feu et l'électricité pour devenir indissociable. Et pour que nous restions indissociables, vous et moi, abonnez-vous à cette chaîne. En regardant cet acier incandescent refroidir, je me pose malgré moi la question: pourquoi tout cela? Pourquoi une telle précision inouïe, ces fours gigantesques et ces dépenses d'énergie pharaoniques pour un seul maillon? La réponse réside dans le prix de l'erreur, qui en pleine mer se compte en milliards de dollars et en vies humaines. Les clients de Vycinac-Adenas ne sont pas de simples compagnies maritimes. Ce sont des titans de l'énergie qui travaillent là où la nature montre son visage le plus impitoyable. Lorsqu'une nouvelle chaîne, trempée à Bilbao, est chargée à bord d'un navire, elle entame un long voyage à travers l'Atlantique, cap direct sur le golfe du Mexique. Là-bas, au milieu de l'immensité océanique, se dressent des plateformes pétrolières, dont chacune vaut plus qu'une petite ville. Et la seule chose qui empêche ces colosses de se transformer en épaves incontrôlables lors d'un ouragan de catégorie 5, c'est précisément cet acier espagnol. J'essaie d'imaginer cet instant. Le ciel vire au noir, les vagues s'élèvent à la hauteur d'un immeuble de 10 étages, et le vent tente d'arracher la plateforme de la surface de l'océan. À ce moment-là, quelque part dans les profondeurs marines, ces chaînes se tendent comme des cordes de violon. Elles encaissent le choc. Chaque maillon supporte le poids du monde entier, et si un seul d'entre eux venait à céder, ce serait le début d'une catastrophe écologique et financière aux proportions bibliques. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont ces monstres d'acier deviennent partie intégrante d'un avenir vert. Nous avons l'habitude d'associer l'industrie lourde au passé, mais ici, à Bilbao, j'ai vu les fondations d'une révolution énergétique. La nouvelle génération d'éoliennes flottantes constitue de véritables prouesses d'ingénierie. Ces turbines géantes, hautes comme des gratte-ciel, ne sont pas ancrées au fond marin. Elles dérivent en pleine mer, là où le vent est le plus puissant. Elles se balancent au gré des vagues, telles d'immenses bouées, tout en restant positionnées à quelques centimètres près. Et ce sont précisément ces anneaux d'acier, forgés ici même, dans la forge des dieux, qui les maintiennent en place. La pierre que nous tenons entre nos mains, fragment modeste de roche marqué de veines vertes ou bleues caractéristiques, recèle en vérité le potentiel de milliers de kilomètres de câbles qui irriguent nos métropoles modernes. Le minerai de cuivre n'est pas un cristal raffiné, destiné à la joaillerie, mais le socle austère sur lequel repose toute l'architecture énergétique de la planète. Le parcours qui mène de cette roche dure, arrachée aux profondeurs de l'écorce terrestre, jusqu'au fin circuit imprimé du chargeur de votre smartphone, constitue l'un des processus les plus exigeants et les plus monumentaux de l'industrie contemporaine. On qualifie le cuivre de métal d'avenir, non pas en raison de sa rareté, mais de son caractère irremplaçable dans un monde qui délaisse rapidement les combustibles fossiles au profit de l'électricité. Tout commence au plus profond de la Terre, ou dans des carrières colossales, qui par leur taille, évoquent de véritables canyons artificiels. Les plus grands gisements de cuivre, comme l'Escondida chilienne ou Chuquicamata, sont d'immenses gouffres creusés dans le désert,
où les machines travaillent 24 heures sur 24. L'extraction du cuivre est une affaire de volume considérable. La teneur en métal du minerai dépasse rarement 1% et descend parfois sous la barre du demi-pourcent. Cela signifie qu'il faut traiter des tonnes de roches pour obtenir quelques kilogrammes de cuivre pur. Le minerai se présente traditionnellement sous forme de sulfure ou d'oxyde, et chaque type exige sa propre approche. Le plus répandu est la chalcopyrite, un minéral complexe où le cuivre s'associe au fer et au soufre. Son éclat doré trompe souvent les chercheurs de trésors inexpérimentés, mais pour les industriels, cet éclat est le signal de la présence d'une ressource stratégique. L'ampleur de l'extraction défie l'imagination. Lorsque vous vous tenez au bord d'une carrière centrale, les camions-bennes géants d'une capacité de 300 tonnes semblent de simples insectes rampant sur des routes en spirale qui s'enfoncent à plusieurs mètres de profondeur. Mais le véritable travail commence après que les explosifs ont fragmenté la couche monolithique. Le minerai extrait est acheminé vers les usines d'enrichissement, où la roche est transformée en poussière. Dans d'immenses broyeurs, des billes d'acier réduisent la roche dure en une poudre fine, comme de la farine. Vient ensuite l'étape de la flottation, un procédé chimique où le minerai broyé est mélangé à de l'eau et à des réactifs spécifiques. Des bulles d'air captent les particules du minéral moyen et les transportent à la surface sous forme d'une mousse épaisse, laissant la gangue stérile au fond. Le concentré, qui contient désormais environ 30% de ce métal, n'est qu'un maillon intermédiaire. La transformation du concentré en cuivre pur exige le feu et la haute tension. Dans les fours de fusion, à des températures dépassant 1000 degrés, les impuretés de fer et de soufre sont éliminées. La matte obtenue subit une purification supplémentaire, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un milieu noir. Toutefois, ce métal ne convient pas à la transmission d'énergie. Pour les besoins électrotechniques, le cuivre doit être presque parfaitement pur, de l'ordre de 99,99%. Cela s'obtient par raffinage électrolytique. De grandes plaques de cuivre sont immergées dans un bain d'acide, où, sous l'action du courant électrique, les ions métalliques migrent d'une électrode à l'autre, laissant tous les éléments étrangers dans le dépôt. Ce dépôt, d'ailleurs, contient souvent de l'or et de l'argent, ce qui rend l'extraction du cuivre plus rentable. La transition énergétique, dont on parle aujourd'hui à tous les niveaux, est impossible sans cuivre. Si l'aluminium est devenu le métal de l'aviation, le cuivre forme le système nerveux du réseau électrique mondial. Chaque éolienne, chaque panneau solaire nécessite plusieurs fois plus de cuivre que les centrales thermiques traditionnelles. Une voiture électrique contient 4 fois plus de fils de cuivre qu'un véhicule à moteur à combustion interne. Ces kilomètres de câbles, dissimulés sous le capot, dans les murs des bâtiments et sous terre, assurent la circulation des électrons qui fait vivre notre civilisation. Le cuivre possède une conductivité électrique unique, dépassée seulement par l'argent, mais grâce à sa disponibilité relative, il est devenu le matériau incontournable pour transporter l'énergie sur de longues distances sans perte significative. Les villes modernes sont, en substance, de gigantesques réservoirs de cuivre. Si l'on imaginait une mégapole dépouillée de son béton et de son verre, nous verrions apparaître un réseau incroyablement dense de filaments cuivrés. Ils parcourent chaque surface des gratte-ciel, assurant le fonctionnement des ascenseurs, de la climatisation, des salles serveurs et de l'éclairage. Dans un appartement contemporain standard, des dizaines de kilogrammes de ce métal sont enfouis. Une quantité considérable d'infrastructures techniques, des canalisations d'eau au système de chauffage, repose également sur le cuivre en raison de sa résistance à la corrosion et de ses propriétés bactéricides. C'est un métal qui non seulement conduit la lumière, mais protège aussi notre santé en empêchant les microbes de proliférer sur les surfaces.
Mais le minerai de cuivre est une ressource épuisable. Les gisements où le métal affleure près de la surface s'amenuisent progressivement. Cela contraint les compagnies à creuser toujours plus profond, à construire des mines à plusieurs kilomètres sous terre, où la température de la roche dépasse 50 degrés et où la ventilation et la sécurité exigent des moyens colossaux. Les défis technologiques croissent au rythme de la demande. Le monde se trouve face à un dilemme. Nous avons besoin de toujours plus de matière pour alimenter les énergies vertes, mais son extraction devient de plus en plus complexe et gourmande en ressources. C'est là que naît le concept de recyclage. Le cuivre peut être refondu à l'infini sans perdre ses qualités. Vieux câbles, transformateurs démantelés, appareils électroniques mis au rebut constituent un minerai urbain, dont la valeur égale celle des gisements andins. Si la demande de cuivre augmente, cela signifie que de nouvelles usines se construisent, que les villes s'étendent et que les technologies progressent. Lorsque l'activité sur le marché du cuivre décline, cela annonce une récession mondiale. Aucun autre matériau n'entretient un lien aussi étroit avec la notion de progrès. Nous vivons à une époque où la numérisation semble éthérée et immatérielle, mais en réalité, chaque message envoyé par messagerie instantanée et chaque transaction bancaire physique transite par des ports et des câbles en cuivre. Le cuivre occupe une place particulière dans le développement des énergies renouvelables. Les parcs éoliens en mer nécessitent des milliers de tonnes de ce métal pour les câbles sous-marins reliant les turbines à la côte. Les vastes étendues de centrales solaires sont parcourues de barres collectrices et de fils qui captent l'énergie des photons pour la rassembler en un seul réseau. Sans ce métal, toute vision d'un avenir écologique et propre resterait lettre morte. Nous ne remarquons pas souvent l'ampleur de l'intervention humaine dans la nature pour obtenir cette ressource. La réhabilitation des terres, après l'extraction du cuivre, constitue un processus complexe qui implique le traitement des eaux usées contre les acides et les métaux lourds. Les entreprises concernées dépensent des milliards de dollars pour que, après la fermeture des carrières, le territoire redevienne habitable. C'est là une partie du prix que l'humanité paie pour son confort et son indépendance énergétique. Toutefois, comparé à d'autres types de combustibles, le cuivre demeure l'une des solutions les plus rationnelles. Il ne se disperse pas dans l'atmosphère, mais s'accumule dans les infrastructures, formant un capital durable pour notre civilisation. Il existe un métal qui ne rouille pas, ne vieillit pas et ne disparaît jamais. Il attend, tout simplement. Il attend dans l'eau, dans l'air et même dans nos foyers. Et si je vous disais que ce métal a aidé l'humanité pendant des siècles à extraire l'or, soigner les dents et mesurer la température, tout en rendant lentement les gens fous et en décimant des villes entières. Le mercure, cet argent liquide, à l'apparence presque magique, cache l'un des secrets les plus dangereux de la chimie. On ne peut pas le détruire, on ne peut que le cacher. Et si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez où l'humanité enfouit aujourd'hui le mercure pour toujours, et pourquoi une seule erreur pourrait le ramener dans nos vies. L'histoire du mercure ne commence pas avec des gouttelettes brillantes, mais avec un minéral rouge vif, le cinabre. Pendant des millénaires, les hommes ont utilisé le cinabre comme pigment. Les anciens Chinois et Romains en tiraient une peinture appelée vermillon, dont ils ornaient temples et statues. Toutefois, l'extraction du cinabre s'accompagnait toujours de tragédies. Les ouvriers des mines souffraient de tremblements inexplicables, de délires et de morts prématurées. Le procédé d'obtention du mercure pur à partir du cinabre est assez simple. Le minéral est broyé puis chauffé dans des fours spéciaux. À une température de 357 degrés Celsius, le mercure s'évapore, puis se condense sous forme de lourdes gouttelettes argentées. Cette simplicité d'obtention
a fait du mercure une matière première accessible, mais extrêmement dangereuse. L'une des utilisations les plus massives du mercure dans l'histoire fut l'extraction de l'or et de l'argent. Le mercure possède une capacité unique, il mouille instantanément les autres métaux, les dissolvant en lui-même et créant des alliages appelés amalgames. À l'époque des ruées vers l'or, les chercheurs mélangèrent le minerai broyé avec du mercure. Le mercure, tel un aimant, extrayait les plus infimes particules d'or de la roche, formant une pâte épaisse. Pour obtenir de l'or pur, on chauffait simplement l'amalgame à feu ouvert. Le mercure s'évaporait directement dans l'air respiré par les hommes, et au fond restait l'or pur. Cette méthode, connue sous le nom d'amalgamation, a conduit à une pollution effroyable des rivières et des sols à travers le monde. Même aujourd'hui, dans la jungle amazonienne, des chercheurs d'or clandestins utilisent des tonnes de mercure, empoisonnant les écosystèmes pour des décennies à venir. Pendant longtemps, le mercure a été considéré comme irremplaçable dans la science et la vie quotidienne. Dans les thermomètres, le mercure se dilate uniformément lors du chauffage, ce qui en faisait un fluide idéal pour des instruments de mesure précis. Les interrupteurs au mercure fonctionnaient sans défaillance pendant des décennies, car le mercure liquide conduit parfaitement l'électricité et ne s'use pas. Les amalgames dentaires, mélange d'argent et de mercure, ont été la norme en dentisterie pendant plus d'un siècle en raison de leur résistance extraordinaire. Mais il y avait aussi un côté sombre. Au XIXe siècle, le mercure servait au traitement des fourrures pour la fabrication de chapeaux en feutre. Les artisans inhalaient constamment des vapeurs de mercure, ce qui attaquait leur système nerveux. C'est de là que vient l'expression « fou comme un chapelier », immortalisée par Lewis Carroll dans « Alice au pays des merveilles ». Les symptômes de l'intoxication, confusion mentale, perte de mémoire et tremblement sont devenus une maladie professionnelle de branches entières. La principale perfidie du mercure réside dans sa capacité à s'accumuler dans les organismes vivants. Lorsque le mercure pénètre dans l'eau, des bactéries le transforment en méthylmercure, une forme organique extrêmement toxique. Celui-ci s'accumule dans le plancton, puis dans les petits poissons, et enfin dans les grands prédateurs comme le thon ou le requin. L'être humain qui consomme ces poissons reçoit une dose massive de toxines. L'exemple le plus terrible reste la tragédie de la ville japonaise de Minamata dans les années 1950, où une usine chimique déversait du mercure dans la baie. Des milliers de personnes sont mortes ou sont restées handicapées à cause de lésions cérébrales. Cet événement a donné son nom à la maladie de Minamata et a poussé le monde à envisager l'interdiction de ce métal. Aujourd'hui, la convention de Minamata, signée par plus de 140 pays, est en vigueur. Elle interdit la fabrication et l'exportation de thermomètres à mercure, d'appareils de mesure de la pression, de la plupart des types de lampes fluorescentes et l'utilisation du mercure dans de nombreux processus industriels. Si un thermomètre à mercure se brise chez vous, c'est une petite catastrophe écologique à l'échelle d'une pièce. Le mercure se disperse en une myriade de minuscules billes qui roulent sous les plinthes et s'enfoncent dans les fibres des tapis. À 20 degrés, elles commencent à s'évaporer activement. Une seule petite bille de mercure peut contaminer l'air d'un espace clos pendant des mois. Les vapeurs de mercure n'ont ni odeur ni goût, ce qui en fait un tueur invisible. Comme on ne peut ni brûler ni dissoudre complètement le mercure, car c'est un élément chimique indestructible, la seule solution consiste à l'extraire totalement et à le confiner. Tout commence dans des usines spécialisées, où arrivent des millions de lampes fluorescentes usagées, de vieux appareils médicaux et des capteurs industriels. La première étape consiste en un broyage mécanique. Les lampes, par exemple,
sont introduites dans un broyeur hermétique qui transforme le verre, les culots en aluminium et le revêtement de mercure en fines particules. Ce mélange ressemble à des déchets ordinaires, mais il est extrêmement toxique. Chaque tonne contient plusieurs kilogrammes de mercure. D'ailleurs, le mercure est incroyablement lourd. Une bouteille d'1 litre de mercure pèse plus de 13 kg. Si vous tentiez de soulever un seau de mercure, vous soulèveriez 136 kg, l'équivalent de 2 hommes adultes. Vient ensuite le procédé principal, la désorption thermique sous vide. Ce mélange est chargé dans d'immenses fours réacteurs en acier. La particularité réside justement dans le vide. En évacuant l'air, on abaisse la température d'ébullition du mercure. Les fours chauffent le mélange entre 300 et 400 degrés. Dans ces conditions, le mercure s'évapore intensément, se séparant des débris de verre et de métal. Le système sous vide aspire ces vapeurs toxiques, ne leur laissant aucune chance de s'échapper vers l'air de l'atelier. Le gaz mercuriel passe ensuite dans le système de condensation. Il s'agit de longs serpentins refroidis à basse température. Dès que la vapeur brûlante entre en contact avec les parois froides, elle redevient métal liquide. Des gouttelettes argentées s'écoulent dans des réservoirs spéciaux. Ce qui en ressort est du mercure recyclé pur. Toutefois, le monde renonçant progressivement à son utilisation, ce métal ne retourne plus dans les usines. L'ultime étape consiste en un emprisonnement éternel. On mélange le mercure liquide à des réactifs spécifiques, comme le soufre, pour le transformer en un composé solide et stable. Le sulfure de mercure, qui ne s'évapore pas et ne se dissout pas dans l'eau. Cette substance est scellée dans des conteneurs en acier à parois épaisses, recouverts d'une couche anti-corrosion. Ces conteneurs sont acheminés vers des sites de stockage souterrains, situés à plusieurs centaines de mètres de profondeur, dans d'anciennes mines de sel abandonnées, ou des massifs granitiques. Là, dans une sécheresse absolue et sous surveillance électronique permanente, le mercure est conservé durant des décennies. C'est le seul moyen de garantir que cet argent liquide ne rejoindra jamais les nappes phréatiques et ne reviendra pas jusqu'à nous par le biais du poisson ou de l'eau potable. L'élimination est coûteuse et complexe, mais c'est le prix que l'humanité paie pour la sécurité des générations futures. Chaque année dans le monde, il existe un métal si rare qu'on le trouve plus souvent dans les météorites que dans la croûte terrestre. Pourquoi cet élément, dont presque personne n'a entendu parler, coûte-t-il plus cher que l'or et détermine-t-il l'avenir de l'écologie, de l'aviation et des hautes technologies? Comment se fait-il que sans quelques grammes d'iridium ou de rhodium, les catalyseurs modernes cesseraient tout simplement de fonctionner et le verre ultra pur deviendrait impossible? Ces métaux ne s'extraient pas, on les capte littéralement dans les déchets d'autres minerais, au risque de tout perdre. Aujourd'hui, vous découvrirez le parcours des éléments les plus rares de la planète, du cosmos au four industriel. Et si vous suivez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi l'impact d'un astéroïde, il y a des millions d'années, influence encore notre civilisation. L'iridium et le rhodium appartiennent au groupe des métaux du platine et sont considérés comme parmi les éléments les plus rares et les plus précieux de la planète. Leur histoire est étroitement liée au développement de la chimie et de la métallurgie du début du 19e siècle, lorsque les scientifiques commencèrent à étudier de manière systématique les impuretés présentes dans les minerais de platine. L'iridium fut découvert en 1803 par le chimiste anglais Smithson Tennant lors de l'analyse d'un résidu insoluble qui subsistait après dissolution du platine dans l'eau régale. Le métal tient son nom du mot latin « iris », arc-en-ciel, en raison des sels multicolores qui se formaient au cours des réactions. Le rhodium fut découvert presque simultanément par William Wollaston, qui remarqua la teinte rose caractéristique de ses composés. C'est du mot grec « rhodon »,
qui signifie « rose », que provient le nom de ce métal. La valeur exceptionnelle de l'iridium et du rhodium s'explique non seulement par leur rareté, mais aussi par une combinaison unique de propriétés physiques et chimiques. Dans la croûte terrestre, leur teneur se mesure en fractions de microgrammes par tonne de roche, et l'extraction industrielle n'est possible qu'en tant que sous-produit du traitement des minerais de platine ou de nickel. Cela signifie que les volumes de production sont strictement limités par la géologie et non par la demande du marché. Toute augmentation de la consommation est pratiquement impossible à compenser rapidement par un accroissement de l'extraction, ce qui rend ces métaux extraordinairement coûteux. L'iridium est reconnu comme l'un des métaux les plus résistants à la corrosion dans la nature. Il ne réagit pratiquement pas avec les acides, les bases et les sels fondus, même à des températures élevées. Son point de fusion dépasse 2400 degrés Celsius et sa résistance mécanique persiste là où la plupart des autres métaux auraient depuis longtemps perdu leurs propriétés. C'est précisément pour cette raison que l'iridium est utilisé dans des environnements où les matériaux subissent simultanément l'action de produits chimiques agressifs et d'une chaleur extrême. Le rhodium possède un point de fusion légèrement inférieur, mais se distingue par une stabilité de surface exceptionnelle et un pouvoir réfléchissant élevé. Il ne s'oxyde pratiquement pas à l'air, même lors d'un chauffage prolongé, ce qui en fait un matériau idéal pour les revêtements et les contacts. L'iridium et le rhodium jouent un rôle clé dans les catalyseurs modernes. Ce sont précisément ces métaux qui permettent d'accélérer les réactions chimiques tout en restant stables pendant des milliers d'heures de fonctionnement. Le rhodium est un composant indispensable des catalyseurs automobiles de nouvelle génération, où il assure la réduction des oxydes d'azote en azote moléculaire. Sans le rhodium, les systèmes modernes de traitement des gaz d'échappement seraient nettement moins performants, et le respect des normes environnementales strictes deviendrait pratiquement impossible. L'iridium, quant à lui, est largement utilisé dans les catalyseurs électrochimiques, notamment dans les installations d'électrolyse de l'eau, où il garantit une efficacité élevée et une longévité remarquable des anodes, même dans un environnement fortement oxydant. Une application particulière de ces métaux, moins connue du grand public mais d'une importance capitale, concerne l'industrie verrière. Dans la production de verres spéciaux, notamment optiques, de laboratoire et pour écran, on utilise des fours fonctionnant à des températures supérieures à 1500 degrés. Dans de telles conditions, la plupart des métaux se déforment ou réagissent avec le verre, le contaminant. Les alliages d'iridium et de rhodium servent à fabriquer des creusets, des électrodes et des éléments structurels de four, car ils résistent à un chauffage prolongé sans corrosion et n'interagissent pas avec le verre. C'est précisément grâce à ces métaux que devient possible la production de verre ultra pur aux propriétés parfaitement contrôlées. Le prix de l'iridium et du rhodium dépasse souvent la valeur de l'or et même du platine, et ce n'est pas un phénomène spéculatif, mais la conséquence directe de la combinaison d'une offre limitée et d'une importance technologique critique. Ils ne sont pas de simples métaux d'investissement, ni des symboles de luxe. Ce sont des matériaux sans lesquels l'industrie moderne, les technologies écologiques, la chimie et la production à haute température auraient un visage radicalement différent. L'iridium et le rhodium demeurent le socle invisible mais fondamental de nombreux procédés qui façonnent le monde technologique du XXIe siècle. L'iridium n'apparaît pas comme la plupart des métaux usuels, et c'est précisément ce qui le rend si rare et précieux. Son origine ne commence pas dans les mines industrielles, mais bien plus profondément, au niveau même de la formation de la Terre. L'iridium fait partie des éléments dits sidérophiles, c'est-à-dire ceux qui aiment le fer.
Lors de la formation de notre planète, la majeure partie de l'iridium a migré vers le noyau terrestre en compagnie du fer. De ce fait, il n'en subsiste que des traces infimes dans la croûte terrestre, à des concentrations qui se mesurent en fractions de microgrammes par tonne de roche. La fraction d'iridium accessible à l'homme a une double origine. D'abord, ce sont des restes de matière primordiale qui n'a pas eu le temps de descendre vers le noyau et s'est conservé dans certaines zones du manteau et de la croûte. Ensuite, et c'est tout aussi important, l'iridium est arrivé à la surface de la Terre avec les météorites. Les corps cosmiques, notamment les météorites ferreuses, contiennent des concentrations d'iridium bien plus élevées que les roches terrestres. C'est précisément ce qui explique la fameuse anomalie d'iridium dans les couches géologiques liées à la chute d'un grand astéroïde à la fin du Crétacé. Sur le plan industriel, l'iridium n'est presque jamais extrait comme métal principal. On l'obtient comme sous-produit lors du traitement des minerais de platine et de nickel. Les sources d'iridium les plus importantes se concentrent dans les régions où se trouvent de grands gisements de métaux du groupe du platine. Tout d'abord, l'Afrique du Sud, où les gisements du complexe du Bushveld assurent l'essentiel de la production mondiale. Des volumes importants proviennent également de Russie, notamment de la région industrielle de Norilsk, tandis que des quantités plus modestes sont extraites au Canada et aux États-Unis. Le procédé d'obtention de l'iridium est complexe et comporte de nombreuses étapes. Après l'extraction du minerai, celui-ci est enrichi pour en extraire un concentré de métaux du groupe du platine. Ce concentré subit ensuite une série d'opérations chimiques au cours desquelles le platine, le palladium, le rhodium, l'iridium et d'autres éléments sont progressivement séparés. L'iridium reste généralement dans les résidus les plus stables et insolubles, ce qui souligne une fois de plus son exceptionnelle inertie chimique. Ce n'est qu'après une purification complexe qu'on l'obtient sous forme de poudre ou de métal compact. Ainsi, l'iridium est un métal d'origine cosmique, presque entièrement enfoui dans les profondeurs de la planète et accessible à l'homme uniquement grâce à une combinaison rare de processus géologiques et de technologies complexes. C'est pourquoi chaque gramme d'iridium est le fruit d'un immense voyage, des entrailles de la Terre et du cosmos jusqu'aux productions de haute technologie du monde moderne.